Monsieur Paul Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, mon enquête cherche à délimiter et à comprendre les inégalités de justice en France. Et en menant mes recherches, je suis arrivé sur le cas des erreurs judiciaires et ce qu'elles veulent bien dire des possibles dysfonctionnements de l'institution judiciaire. Et si nous sommes là, c'est pour parler d'une affaire judiciaire en particulier. C'est l'affaire Guy Mauvillain. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots, plus ou moins en détail, en quoi elle consiste? Alors les faits c'est simple, je me souviens plus de la date précise, c'est un soir, je dois avoir ça dans mes archives. C'est un soir de février, je crois. Février, non, c'est le 28 janvier, voilà. Non, le 9 janvier. 9 janvier, oui, c'est ça. Bon, alors le 9 janvier 75, dans cette rue de La Rochelle, une rue qui est, je la vois encore, assez longue comme ça, c'est le soir, il pleut, etc. Et on entend des cris. L'une des voisines, alors là habite une vieille dame, professeure de piano à moitié aveugle, mademoiselle Élise Meillan. C'est une femme charmante, une voisine délicieuse, mais assez, comment dirais-je, assez craintive et méfiante. C'est important ça, parce que, alors méfiante, craintive, parce qu'on a trouvé, je ne sais plus, je me souviens plus, j'ai vu ça, mais une série de verrous sur la porte d'entrée. Ça voulait dire que, bon, ça voulait dire que si elle a ouvert, c'est qu'elle connaissait la personne qui a frappé à la porte, ou qu'elle était convaincue d'ouvrir pour une raison ou pour une autre. Bon. Mais ça, c'est un élément déjà, comment dirais-je, gênant pour, entre guillemets, la culpabilité de Guy Mauvillain. Donc, il y a des cris, etc., etc. On appelle la police, SAMU, etc. On ouvre la porte. Très difficilement, les pompiers sont obligés de passer par derrière et rentrer par la cuisine et découvrent un corps, elle n'est pas encore morte, cette vieille dame, le crâne défoncé, dans des conditions épouvantables. Là, il y a donc une équipe de sapeurs-pompiers, de SAMU, qui est en train de s'occuper de la vieille dame. Et comme il y a les voitures avec les clignotants, les sirènes et tout ça devant la porte, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Girard, en retraite, un ancien médecin légiste, qui passe et qui, voyant ça, se précipite en disant « Je suis médecin, est-ce que vous avez besoin de moi ?» On s'apercevra d'ailleurs, tout au long de l'enquête, qu'il a pris en main un peu les directions des opérations, entre guillemets, gênant un peu d'ailleurs le boulot, le travail habituel du SAMU. Et celui-là, il se trouve, à ce moment-là, il se penche vers la dame qui a comment dirais-je, le crâne défoncé, etc., qui murmure plutôt qu'autre chose. Et là, il y a deux infirmiers qui sont là également. Et il pose une question à la dame. La première question, vous l'appelez comment, quel âge vous avez, peut-être quel jour sommes-nous, etc. Et il dit, mais qui vous a fait cela? Et là, elle répond, alors répond-elle à la question, ou répond-elle à une, ou au contraire, voulant appeler au secours, elle dit, c'est le mari de Mme Mauvillain qui me fait les piqûres. Alors, Mauvillain, dans cette affaire-là, c'est donc en effet le mari de Madame Mauvillain, qui était une infirmière, une aide-soignante à l'hôpital, et elle faisait des soins un petit peu à différentes vieilles personnes, et dont elle s'occupait. Et on n'a jamais su quelles étaient exactement les relations entre Guy Mauvillain et Mademoiselle Meillan, mais il est certain qu'ils se sont vus quelquefois,
parce que Madame Mauvillain avait dit à Mademoiselle Meillan, s'il y a un problème, si je ne suis pas là, appelez mon mari, il fera ça. Alors, qui est ce Mauvillain en question? Un comptable, plus ou moins en retraite, d'ailleurs des fois en retraite, très introverti, très gentil, mais en dedans, un type très, pas un battant, c'est un homme du dedans qui ne saura pas se défendre. À l'époque, j'étais chroniqueur judiciaire et rédacteur en chef à Antenne 2, et comme bien souvent, un dossier m'est arrivé par, si mes souvenirs sont exacts, par le comité de défense de Guy Mauvillain. Alors franchement, je ne connaissais pas le dossier du tout. Je me suis renseigné assez rapidement. J'avais été assez frappé à l'époque déjà par la fatalité qui s'était abattue sur ce pauvre type, parce que les faits étaient atroces, mais ce qui était atroce également, c'était son implication dans cette affaire-là, alors que véritablement il était pas d'un coup, quoi. Alors à partir de là, l'enquête part. Pas de photos, pas de respect de la scène de crime, pas de rien. Ce qui fait que le dossier, la police prend en main une enquête, mais dès le départ, Mauvillain est désigné comme le coupable. Donc, il n'y a rien à faire, c'est lui. Alors, on lui pose des tas de questions auxquelles, d'ailleurs, il ne répond pas très bien. On lui trouve des antécédents judiciaires. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était un truc. Ah si. J'ai lu que c'était du proxénétisme hôtelier. Il était un copain. En fait, il était un peu un copain, où je ne me souviens plus. Il avait un studio dans lequel venait de temps en temps une copine à lui, mais qui était une copine qu'elle faisait un peu la retape. Et il n'avait pas été. S'il avait été condamné, mais bon, non pas en tant que proxénète, mais en tant que aide au proxénétisme. Mais ça datait 20 ans plus tôt. Ça 25 ans. Ça n'avait pas un grand intérêt. L'homme avait complètement changé. En plus, il était marié depuis des années à Madame Mauvillain, qui était une femme de caractère, absolument charmante, très dévouée, etc. Ils étaient en paix, quoi, ces gens-là. Comment ? Alors bon, l'enquête faite par la police de La Rochelle, bon, rien n'était valable. Et ça va, pour en faire un résumé, ça va à la cour d'assises de Saintes. En une demi-heure de temps, on lui met 18 ans. Assassin de la vieille dame. Il n'y a rien dans le dossier qui permette de relier directement Mauvillain aux faits. C'est parce que au tout début, quand il avait été interpellé, il avait été relâché parce qu'il manquait des preuves, je crois que c'est ça. Et c'est au décès de Madame Meillan qu'il a été réinterpellé puis jugé. Mais alors, il a été condamné sans preuve. Non. Alors, imaginez, dans cette affaire-là, il n'y a même pas eu d'autopsie. Il n'y a même pas eu d'autopsie. C'est-à-dire que c'était emballé, c'est pesé 18 ans. Je vois ce dossier-là. D'abord, je mets mon nez à La Rochelle, je revois les voisins, etc. Je rencontre tout le monde et je commence à tourner ce 26 minutes ou ce 52 que j'ai fait pour qui est à l'INA. Le corps est emmené en particulier à La Rochelle, puis ensuite à Poitiers, où il y avait un service de neurochirurgie importante. Et du coup, moi, pendant mon enquête, je vais à Poitiers, je rencontre le chef du service et je lui raconte l'histoire de Madame Meillan. Il me dit, mais oui, je connais. D'ailleurs, j'ai les radios. J'ai connais les radios. Les radios n'avaient même pas été saisies. D'accord. Et alors, il me montre les radios sur lesquelles je vois rien, enfin, je comprends rien, mais je lui pose la question, je dis, attendez,
en fonction de ce que vous voyez sur les radios, c'est-à-dire l'état du crâne de mademoiselle Meillan, le jour, enfin le soir, la nuit de son agression, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'elle pouvait saisir les questions qu'on lui posait? Répondons. Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit ensuite à Bordeaux, au deuxième procès, parce qu'au premier procès, il n'avait évidemment pas été convoqué. Mais ça, c'est ce fait-là, c'est-à-dire la non-saisie des radios et le jugement de ce médecin archi-compétent, c'est l'explication de l'erreur judiciaire. Ouais. Ça veut dire que l'enquête n'avait pas été faite sérieusement. Et en parallèle, moi j'étais à ce moment-là très ami avec Badinter, qui est garde des Sceaux à l'époque, et je rencontre un de mes copains qui était durant des associés de Badinter, qui est Jean-Yves Dupeux, auquel je raconte cette histoire-là, et il s'y intéresse, et on met le nez dedans, et à ce moment-là, on a, comment dirais-je, en renfort, l'espèce de comité de soutien. De soutien, enfin un comité de soutien assez actif, qui m'avait alerté, je me souviens, il me semble bien que c'est sur un document qu'il m'avait envoyé, sinon l'affaire ne l'ai pas vu passer. Et donc, à ce moment-là, il y a Jean-Yves Dupeux, qui est un solide costaud, commence à plonger, à construire juridiquement les alentours du dossier. Et moi, je me souviens avoir raconté toute cette histoire à Badinter, qui était un peu furieux. Bon, passons, on commence à réexaminer l'affaire. Et alors, Mauvillain, en tôle. Moi, j'avais diffusé le document. J'avais montré, alors du coup on avait fait rentrer donc Dupeux, qui était grand pénaliste, qui était le patron de la manœuvre. Badinter, garde des Sceaux, avait vu le document. Enfin, je veux dire, c'était plus une histoire qui était étouffée à La Rochelle. C'était sur la 2, c'était à l'époque, d'ailleurs on était bien devant la une au niveau de machin. Quand on balançait un sujet aux 20h, c'était quelque chose de costaud. Bon. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'affaire Mauvillain est devenue ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'exemple de l'erreur judiciaire. Parce que nous avions, moi j'avais montré l'ensemble des erreurs de la procédure qui avaient conduit à une condamnation imbécile, quoi. On ne condamne pas un être humain à 18 ans de réclusion criminelle en 20 minutes, en une demi-heure, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est une demi-heure de délibéré et une demi-heure de jugement. Oui, ouais. Bon. Parce qu'il est resté combien de temps en prison? Il a fait 10 ans. 10 ans, voilà. Ouais, c'est quand même quelque chose, hein, bon. Alors, 10 ans pendant lequel il a quand même été, je dirais, alimenté en espoir. Parce que, moi, y compris, moi, je n'ai pas des courriers très, comment dirais-je, très fréquents, mais je lui ai écrit plusieurs fois pour lui dire, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, il y a on est convaincu de votre innocence, et il n'y a rien de tel pour mettre pour rassurer un condamné en prison que de lui dire nous on est à l'extérieur et on croit que vous êtes innocent. C'est ça justement, ça qui m'intéresse, parce qu'au final Guy Mauvillain a été remis en liberté, il a été, le terme exact, réhabilité. Par le deuxième procès, oui. C'est-à-dire, dans cette affaire-là, je vois ce que vous voulez dire, dans cette affaire-là, la justice, elle a présenté ses deux visages. Un visage négatif et un visage positif. Mais entre le négatif et le positif, il y a eu 10 ans. Oui. Bon. Et peut-être plus que ça d'ailleurs, parce que. Et le fait qu'à Bordeaux, il y a eu d'abord le dossier présenté au juré de Bordeaux était un dossier verrouillé, une vraie enquête, etc. etc. Et tandis que les jurés de Saintes, ils n'avaient pas eu ce dossier-là, il faut bien le dire. L'affaire a été traitée par une quantité
astronomique de nul. Commencer par les policiers, il faut terminer par le président d'assises. Comment un président d'assises a-t-il pu accepter une chose pareille? Enfin, pas ça. Un dossier pareil. C'est honteux, quoi. Je veux dire, on ne condamne pas à 18 ans de prison, en direction criminelle, quelqu'un sur un dossier aussi vide, quoi. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect du coup négatif. Vous l'avez dit, il y a eu deux aspects de la justice. Il y a eu l'aspect positif lors du deuxième procès, enfin du deuxième jugement, et par contre la première phase qui était négative. Qu'est-ce qui s'est passé? La justice, enfin l'institution judiciaire, quand elle a dû juger une première fois Guy Mauvillain, elle a vu arriver le prototype du coupable et a pas cherché plus loin. Mauvillain a pu se faire entendre, si tant est qu'il puisse dire quelque chose. Mauvillain, c'est un type, il savait pas dire trois mots. Non, je suis méchant. C'est pas qu'il n'était pas bête, c'était un garçon qui ne savait pas s'exprimer. Il ne savait pas s'exprimer. Puis surtout, c'est pas évident de se défendre dans de telles circonstances. Non, en cour d'assises. Mais de toute façon, il savait. Toute sa vie, c'était un type qui avait été enfermé dans sa tête, quoi. En somme, comment dirais-je, le sujet idéal pour l'erreur judiciaire. Dans cette affaire-là, on ne peut pas dire le système judiciaire, il est ce qu'il est. Il est bon quand on le fait bien fonctionner, il est mauvais quand on fait bon. Dans cette affaire-là, c'est une addition d'incompétence et d'imbécilité. Sinon, le système judiciaire, celui du deuxième procès, c'est le même système que le premier. La seule différence, c'est qu'on n'a pas agi de la même façon. Alors, les erreurs de l'enquête, c'est-à-dire pas d'autopsie, pas de respect de la scène de crime, etc., etc. Des policiers qui font mal leur boulot ou qui sont peut-être mal formés, mais enfin si dans le total des conneries qu'ils ont pu faire, c'est possible. Un procureur de la République alors, un avocat qui n'est pas adapté au début, le premier qui venait foutre là, celui-là, il n'a pas su défendre son client. Alors j'ai recherché, parce que c'est une des premières choses que j'ai faites, en arrivant à La Rochelle. J'ai regardé, c'était quoi le journal, le Centre Presse ou je ne sais plus. J'ai regardé quels étaient les papiers qui avaient. Bon. Alors, il faut dire en toute honnêteté, malgré tout, tout ce que je pense de mes confrères, mais le problème c'est que dès le départ, Mauvillain coupable. Oui, voilà. Bon. Alors ça veut dire, c'est très important ça, parce que, surtout en province à l'époque, moins maintenant, avec le développement de la télé et tout ça. Mais ça conditionne les jurés, parce que la presse, vous voulez dire? Oui. La presse régionale qui a encore un coefficient de crédibilité important. Et surtout à l'époque en plus. Oui, Mauvillain, assassin d'une vieille dame. Donc lui, tout à l'heure je vous le disais, Mauvillain, il a additionné tous les éléments qui pouvaient le faire plonger. C'est pas de sa faute, mais enfin bon. Alors donc, c'est un dossier qui est arrivé à l'audience de Saintes, plombé déjà. Bon, il n'y avait aucun moyen d'y échapper, quoi. Mais alors, est-ce que vous diriez que c'était que les acteurs donc qui sont rentrés, que ce soit lors du procès, c'était vraiment, il y a eu un manquement de compétences ou il y a eu un manquement d'intégrité de la part de ces acteurs-là? Non, c'était un manquement de compétences et d'intérêt. Comme souvent, c'est le manque de respect de la procédure qui a fait que c'est devenu une erreur judiciaire. C'est pas le système lui-même. C'est les gens qui ont participé, les gens du système qui n'étaient pas bons, quoi. Elle illustre les erreurs judiciaires, mais les erreurs, non pas du système, les erreurs des gens qui participent au système. Le système mal utilisé par des gens qui étaient des imbéciles et des incompétents et des feignants, comme dirait le président, parce que c'est évident. Une enquête comme ça. Ça fait de nombreuses années maintenant que vous êtes chroniqueur judiciaire, vous avez dû voir beaucoup de nombreuses affaires.
est-ce que justement, au cours de votre carrière, vous avez assisté à des cas d'inégalité de justice, mais là j'entends par manque d'intégrité ou par malhonnêteté? Est-ce que ça... Oui, mais évidemment que oui. Les inégalités, moi ce que j'ai vu souvent dans ma carrière, pas sur les 30 ou 40 ans de chronique, hein, j'ai vu des dysfonctionnements du système judiciaire. Alors, l'affaire Mauvillain, c'est un dysfonctionnement, pourquoi? C'est parce que les gens qui ont participé à la procédure n'étaient pas assez compétents. Étaient incompétents ou bon. Mais parfois, vous avez des situations. Alors, voilà une de situations. Par exemple, là, actuellement, on est en train de parler du viol des mineurs. Bon, alors on se bagarre pour savoir si à partir de 11 ans, un mineur et une jeune fille mineure, elle a le discernement pour accepter un acte sexuel avec un majeur. Bon, alors ce matin j'entendais un professeur de médecine qui disait il y a des jeunes filles qui à 18 ans ont la maturité pour et puis d'autres jeunes filles à 11 ans qui ont également cette maturité. Donc déjà, vous voyez, déjà on n'est pas... L'égalité, c'est à prendre avec des pincettes. La justice aujourd'hui, elle génère beaucoup moins d'injustice qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans devant. Il y a quelque chose d'important qui fait basculer votre système d'égalité, c'est la chance. Et ça, c'est la chance. Je suis d'accord. Après, c'est pas mon système. Non, vous avez raison, vous voyez ce que je veux dire. Oui. La chance, c'est quelque chose d'intemporel, truc comme ça. Il y a des gens qui ont de la chance, d'autres qui n'en ont pas. Et dans une enquête, il y a... Ça, il y a le facteur chance. Il y a le facteur chance. La facteur chance est important.